Dis-le. Bon, alors on y va. Olivier vient de me demander de me présenter, mais je voudrais quand même commencer par les civilités d'usage et remercier Olivier, puisque cette fois-ci c'est lui qui m'a invité à cet atelier qui m'est cher, puisque j'ai participé à l'équipe qui a créé cet atelier. Et ça fait bien plaisir de voir que ça fonctionne pour la 5e fois consécutive. En espérant bien que ce ne sera pas la dernière fois. Et on compte fort sur Milly pour assurer la relève. Donc se présenter, c'est difficile, d'autant plus que vous me connaissez un petit peu, donc je ne peux pas vous baratiner trop de choses. Vous saurez bien que ce n'est pas vrai. Mais malgré tout, je savais qu'Olivier allait me demander de relever ce défi, de se présenter soi-même. Et donc je vais essayer de ne pas me dégonfler, mais je sais très bien que pour se présenter, il faut apporter une certaine distance par rapport à soi-même. Essayer de répondre à la question pourquoi, c'est difficile, les scientifiques le font rarement, d'autant plus quand on est chercheur, on est encore plus dans le doute. Et donc il faut de la distanciation, il faut un peu passer derrière le miroir, il faut un peu retourner sa veste, dont acte. Alors Vincent Robert a au cœur de son activité professionnelle la notion de transmission vectorielle. Il est clair que quand on est entomologiste médical, ou en tout cas quand on le devient par la force des choses, puisque on est payé pour ça, donc même si au début on ne l'est pas trop, à force on le devient, et puis les autres vous regardent comme un entomologiste médical. L'entomologie médicale, c'est quoi? C'est ça, je crois. C'est la transmission vectorielle. C'est l'essentiel. Vous pouvez ne pas être d'accord parce qu'il y a beaucoup, comme dans toutes les sciences, comme dans toutes les disciplines, en tout cas, c'est pas une science, c'est une discipline scientifique, il y a beaucoup d'aspects, et selon les sensibilités personnelles, on développe tel ou tel aspect. Mais moi, pour moi, c'est clairement ça. Je crois avoir fait l'essentiel de mon activité dans ce domaine-là. Alors, c'est bien sûr dans le domaine de la transmission des plasmodiums, et je démarre là-dessus pour citer notre ami Geneviève Milon, qui m'a plusieurs fois repris sur le fait qu'il ne faut pas dire transmission du paludisme. Je l'ai moi-même écrit, mais je pense avoir eu tort. Elle m'a largement convaincu que ce qui est transmis, c'est pas la maladie, c'est l'agent de la maladie. Alors si on veut être correct en termes sémantiques, on parle de transmission des plasmodiums. On ne parle pas de transmission du paludisme. Il y a aussi un autre domaine où j'ai travaillé, c'est le domaine des parvoviroses, avec la transmission des arbovirus. Et ces deux domaines-là ont fait, j'allais dire, la quasi-totalité de mes activités. Beaucoup plus en palu qu'en arbovirus, mais un petit peu. Alors bien sûr, entomologie, ça veut dire on s'intéresse aux vecteurs, les vecteurs de paludisme. Je pense que vous l'avez compris, après 6 semaines, je passe vite là-dessus, ce sont les anophèles. C'est masculin, on dit un anophèle, même quand il s'agit d'une femelle, on dit un anophèle femelle. Et les AIDS, essentiellement, mais il y en a bien d'autres, comme vecteurs d'arbovirose. J'ai également travaillé un peu sur les phlébodomes à Madagascar. Ça a été pour moi une opportunité et c'était un centre d'intérêt. J'espère que je pourrai continuer dans ce domaine-là. J'ai des projets en tout cas. Donc travailler sur les vecteurs, c'est beaucoup travailler sur la bioécologie de ces vecteurs. C'est-à-dire c'est quoi? C'est leur mode de vie, c'est leurs habitudes, c'est leur comportement, c'est leur rôle vecteur et c'est leur capacité vectrice. Il y a beaucoup de bidouillage quand on est entomologiste médical, en particulier le domaine du piégeage. C'est un domaine où tous les entomologistes médicaux successifs se sont illustrés et ont laissé leur nom plus ou moins bizarre, en tout cas leur nom sur des pièges plus ou moins bizarres, excusez-moi. Et le piégeage, la capture, c'est évidemment important. Les insectes, c'est minuscule. Il peut y en avoir beaucoup dans un environnement. Y accéder, c'est déjà un défi en soi. Et c'est souvent par du bricolage qu'on relève cette difficulté. Un travail fondamental en entomologie médicale, c'est le travail de détermination. On vous amène un morceau de pâte ou un bout d'aile cassé et on vous dit c'est quoi cet insecte? Alors dans le meilleur des cas c'est un insecte, c'est vrai, et c'est à nous, entomologistes médicaux, de mettre un nom d'espèce. Si on n'y arrive pas, on met un nom de genre, si on n'y arrive pas, on met un nom de famille. En tout cas, on donne une réponse en termes de transmission. Y a-t-il un risque? Ou en tout cas, est-ce que cette espèce-là est répertoriée dans les espèces vectrices habituelles et vecteurs de quoi? De quel genre de parasites ou de virus? L'entomologie médicale, c'est évidemment une science de terrain, mais c'est tellement évident que j'ai marqué laboratoire parce que c'est aussi une science de laboratoire. Quand on ramène les insectes capturés du terrain au laboratoire, on peut leur faire subir
un très grand nombre de supplices. Souvent ils sont déjà morts, donc ça leur fait pas grand-chose, mais on les dissèque en plein de petits morceaux, on analyse leur repas de sang, on regarde s'il y a des antigènes de plasmodium dans les moustiques, on peut regarder l'âge du moustique, on essaye de retirer le maximum d'informations des insectes qu'on récolte sur le terrain, et ceci relève d'une technologie qui est souvent assez avancée et qui se fait la plupart du temps au laboratoire. Je l'ai mis près du cœur parce que la transmission vectorielle, un travail sur la transmission, c'est évidemment la mesure de cette transmission. Mais j'allais dire pour nous tous maintenant, en début du XXIe siècle, c'est quelque chose qui est assez évident. À ma très grande surprise, je dois dire que j'ai fait partie des tout premiers à utiliser les méthodes de mesure de la transmission pour donner la valeur de cette mesure. On va en parler longuement. Le fait chez les moustiques d'avoir la densité, c'est-à-dire le nombre de piqûres par homme ramené à un homme, et leur taux d'infection, c'est-à-dire en pratique l'indice porozoétique, c'était des notions très anciennes. Elles étaient souvent rapportées côte à côte dans la littérature, et il y a de nombreux articles qui rapportent la densité de moustiques et l'indice porozoétique. Tout ce qui était jusqu'avant les années 70, j'allais dire, c'était toujours comme ça, systématiquement, mais jamais personne n'avait fait le produit des deux pour obtenir justement la mesure de la transmission. Alors c'était pas, j'allais dire, le fait de faire cette multiplication n'était pas forcément génial sur le plan intellectuel, puisque les bouquins, notamment ceux de MacDonald, avaient mentionné ça, ils l'avaient très bien envisagé sur le plan théorique, mais en pratique, les entomologistes médicaux qui travaillaient dans ce domaine-là n'avaient pas franchi le pas. On était à l'époque dans une époque qui était la conséquence, en tout cas la suite directe de l'époque, entre guillemets, de l'éradication du paludisme, où le problème, c'était pas de mesurer la transmission, c'était le fait de la rendre nulle. Donc on s'intéressait beaucoup plus à l'indice porozoétique, on savait très bien qu'on n'arriverait jamais à éradiquer tous les moustiques, par contre on espérait pouvoir éradiquer les plasmodiums, donc on surveillait l'indice porozoétique en s'arrangeant pour que dans les opérations de lutte, il soit le plus proche possible de zéro. C'est lors qu'on a abandonné complètement au niveau intellectuel, et ça a été les entomologistes médicaux de ma génération, les plus vieux, ils étaient largement dans l'optique intellectuelle de l'éradication, et donc nous sommes intéressés, j'allais dire un petit peu, par le fait de l'ère du temps plus que d'autres choses, donc à cette mesure de la transmission. Moi, la mesure de la transmission, vous en ai bouffé, j'ai des tas de publications là-dessus, c'est vraiment un domaine où j'ai beaucoup produit. Quand on s'intéresse à la mesure de la transmission, il y a un moment on comprend vite qu'il est impossible de dissocier le moustique de l'homme, en particulier par rapport aux stades parasitaires qui sont chez l'homme et qui sont les stades infectants pour le moustique. Vous le savez, ce sont les gamétocytes. Alors quand on s'intéresse aux gamétocytes et à leur passage dans le moustique, on s'intéresse à ce que l'on appelle le développement sporogonique. Et donc la réussite ou l'échec, parce qu'on peut regarder l'un comme l'autre, en tout cas la mesure quantitative du succès du développement sporogonique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé. Alors, quand on travaille sur le paluche, on est constamment confronté aux antimalariques. Le médicament, c'est quelque chose qui est essentiel. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des industriels dans la salle, mais c'est parce que j'en suis convaincu depuis longtemps. On ne fait rien en lutte contre le paludisme sans passer par les médicaments. Qu'est-ce qu'on a d'autre que les médicaments? On n'a vraiment pas grand-chose. Je vais le mentionner, mais à côté des médicaments, c'est bien moins important. La lutte antivectorielle, c'est moins important que les médicaments. Je suis désolé de le reconnaître, je suis entomologiste médical, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous arrive après? Alors, entomologiste médical, c'est quand même casser du moustique, parce que ces moustiques, on les aime pas, et ils sont méchants, ils nous transmettent des parasites très mauvais. Donc, il y a la lutte antivectorielle, j'en ai fait, j'en ai refait, le moins possible, mais j'en fais quand même beaucoup. Et je distingue la lutte antivectorielle qui est casser du moustique, entre guillemets, par rapport à un autre domaine qui est la prévention de l'invalidation. C'est-à-dire que c'est l'homme qui essaye, la plupart du temps à titre individuel, mais qui essaye de se tenir en marge de l'infection pour que le cycle du parasite circule, mais que l'individu essaye de se tenir en deçà. Il y a évidemment les domaines des moustiquaires, en particulier les moustiquaires imprégnés d'insecticides, lesquels on a beaucoup travaillé à Lyon parce que c'était toujours des activités collectives. Et puis un domaine où on a travaillé, mais où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, j'ai mentionné un peu l'autre jour lors d'une intervention d'un collègue, c'est le domaine des répulsifs. Je suis convaincu que les répulsifs, ça va devenir très très important à partir de maintenant. Et donc en même titre, un petit peu, c'est le pendant que
les antipaludiques, eh bien, c'est les insecticides. Et dans les deux cas, eh bien, il y a un mot qui est là, qui est essentiel, résistance aux insecticides des moustiques et résistance aux antipaludiques des parasites, avec une conception et un fonctionnement très très similaires, à peu près aussi similaires d'ailleurs que pour les gens qui travaillent sur les bactéries et les antibiotiques. Quand on est un petit peu naturaliste, on prend en compte l'environnement, parce que c'est notre milieu de vie, et puis parce que c'est passionnant. Quand on a la chance de vivre en Afrique, comme moi je l'ai fait pendant 25 ans, eh bien, on regarde autour de soi et on voit le désert, on voit le Sahel, on voit les savanes, plus ou moins humides, et on voit la forêt, dans le sud de Cameroun par exemple. Eh bien, ça c'est extraordinaire, et c'est pas la peine quand on connaît ça d'écouter les discours sur le paludisme qui vous disent que c'est une maladie homogène. Évidemment que non, c'est une maladie hétérogène. Quand une maladie sévit depuis le cœur du Sahara, dans certaines oasis, en tout cas à certains moments, peut-être pas en ce moment, mais à certaines périodes de l'histoire du XXe siècle, rien que là, donc dans l'histoire récente, jusqu'au cœur de la forêt, eh bien cette maladie ne peut pas se présenter de la même façon, elle doit avoir un fonctionnement, elle doit avoir une économie qui est forcément différente. Et puis après on arrive à Madagascar, et je dois dire quelque part sur un endroit qui est grand. Madagascar c'est une très grande île, ceux qui l'ont fait à pied le savent, mais malgré tout sur un espace réduit, beaucoup plus petit qu'un continent, c'est un sous-continent sans aucun doute, eh bien on a la quasi-totalité des milieux naturels que peuvent proposer les zones tropicales. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est les villes. Alors là encore, j'allais dire, c'est un petit peu comme la mesure de la transmission. Pour nous, les villes, j'allais dire, c'est un objet d'étude. Parce que d'abord, ça existe, c'est évident. Plus de 50% de l'humanité habite dans les villes, en particulier plus de 50% de la zone tropicale africaine est urbaine maintenant. Je ne rentre pas dans la définition d'une ville, mais enfin ça fait un consentement. L'idée, elle est claire. Eh bien, les villes, c'est aussi un sujet d'étude récent. Je pense avoir été un des premiers à avoir fait une étude de la transmission, à faire une mesure de la transmission dans une ville, c'était à l'époque Beauvau-Dieu-Lassau, là où j'habitais, et avec un copain qui s'appelait Pierre Gazin, avec qui on travaillait à l'époque, eh bien on s'est dit, tiens, on est là, ça fait 2 ans qu'on est là, on ne sait pas ce qui se passe au niveau transmission du palu dans cette ville, là où on habite, on va regarder, on va faire une petite étude d'1 an, ça veut dire à moindre frais. On en a parlé à notre patron de l'époque, Pierre Carneval. Pierre Carneval est un type qui n'empêche jamais de travailler, mais il nous a regardé avec des yeux ronds, il nous a dit, mais vous n'allez pas trouver d'anophèle? Il dit, on verra bien. Effectivement, on n'en a pas trouvé, il y en a peu, on en a trouvé peu, et on a trouvé un taux de transmission très faible, mais c'était la première fois qu'on s'intéressait à la ville en termes de lieux où on pouvait attraper le paludisme. Allez, vous pouvez faire la littérature, il n'y en avait pas avant, c'était pas une idée qu'on avait eue. Quand on était entomologiste médical, on allait bosser là où il y avait plein d'anophèles, parce qu'on avait beaucoup de matériel pour les étudier. Là, on n'a pas étudié la moustique, on a étudié la transmission. Il y avait très peu d'anophèles, on a eu peu de boulot de dissection, des dentures. Et puis donc, de temps en temps, j'ai mentionné la Guyane parce que c'est un endroit où je suis allé faire une expertise. Quand on est compétent dans un domaine, après on va vous solliciter à droite à gauche. Donc j'ai fait une étude organisationnelle de la lutte antipaludique en Guyane. Enfin bon, ça n'a rien d'original, mais c'est pour mentionner ce qu'on a pu faire. Et puis, des fois on rencontre des hurluberlus dans la vie, comme par exemple des Frédéric Harrier, comme il n'est pas là, on peut en dire du mal, mais vous le connaissez, donc vous pourrez lui rapporter. Et donc on s'intéresse donc aux plasmodiums animaux. Parce qu'il y a évidemment 4 espèces plasmodiales chez l'homme, enfin peut-être maintenant un peu plus si on rajoute Plasmodium knowlesi, mais il y a plein d'autres espèces plasmodiales dans la nature. On les trouve toutes chez les vertébrés, on les trouve chez les oiseaux, vous le savez, hein. On les trouve, vous pouvez me dire chez quels autres vertébrés on les trouve? Non, pas les grands, là, les apprenants. Quoi? Les rongeurs, très bien, c'est un groupe, parfait, c'est un très bon exemple. D'autres exemples? Des reptiles, excellent, eh bien c'est très bien. Encore un autre domaine? Les primates, d'accord, mais si c'est chez l'homme, c'est presque toujours chez les primates. Mais c'est vrai, il faut le mentionner, tout à fait, c'est très important. Encore un exemple? Un mammifère qui vole? Les chauves-souris, très bien, voilà. Donc voilà, on a plein d'espèces plasmodiales qui sont là, qui demandent qu'à être recensées, d'abord parce qu'elles sont loin d'être toutes recensées, et qu'à être étudiées dans son aussi. Dès lors qu'avec tout ce qu'on a fait comme travail chez les plasmodiums humains, avec les résultats que l'on sait et qui ont été dénoncés par Pascal entre autres, lors de sa conférence, eh bien on se dit que toutes les mauvaises idées doivent être exploitées. Et à mon avis, ça c'est une très mauvaise idée qui doit vraiment être porteuse d'avenir des plasmodiums animaux.
On travaille aussi dans un domaine plus large que celui des plasmodiums. Comme je suis maintenant au muséum, eh bien, on est, j'allais dire, en prise avec la biodiversité dans son ensemble, et au niveau du phylum, auquel appartiennent les plasmodiums, c'est le domaine des apicomplexes. Et donc ça, c'est toujours intéressant de resituer les plasmodiums dans un ensemble plus large, à côté de plein d'autres espèces, des hépatosaurons, des babésioses, que sais-je encore, enfin, des leucocytosons, des espèces qui sont voisines, des genres plutôt qui sont voisins, mais qui ont beaucoup de points communs avec les plasmodiums. Ça élargit les ouvertures d'esprit dans le domaine de la science, je pense que c'est important. Bien sûr, on fait de l'enseignement. Si je suis là aujourd'hui, vous le savez, on peut s'adresser à des professionnels, c'est-à-dire pour vous, c'est des gens qui êtes soit déjà très avancés dans l'enseignement, soit déjà en charge de la lutte au niveau de vos différents employeurs. Et donc pour moi, c'est une sorte de formation continue qu'on assure là. Et je n'en dis pas plus puisque vous êtes au courant. Ça peut être aussi dans le cadre de master ou de thèse, dans un enseignement de type 3e cycle. Ça peut être aussi des enseignements au niveau des enfants. J'en fais peu, mais c'est quelque chose que je refuse jamais quand on m'en demande. Que la formation doit être divulguée à tous les niveaux. Alors en dehors de ça, évidemment, il ne reste plus beaucoup de place. Vous voyez, la diapo commence à devenir floue. Donc il reste quand même un petit espace. Et j'ai gardé pour la bonne bouche l'idée qui m'est chère, de savoir que peu importe ce que l'on fait finalement dans le domaine professionnel, ce qui compte c'est les gens avec qui on le fait. Parce que c'est ça qu'on retient. Est-ce qu'on s'est bien amusé? Est-ce qu'on a passé des bons moments? Il y avait eu des interactions et des relations humaines qui étaient riches. Alors on a plein de collègues dans le monde de la recherche. On ne travaille jamais tout seul. Je pense que c'est une activité comparable à celle de la lutte antipaludisme, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pas seul. On travaille des fois avec des responsables de santé publique. Ce sont des gens qui ne voient pas le malade en tant qu'individu, mais qui voient la maladie et sa distribution dans les populations, qui essayent d'aborder, j'allais dire, je pense que l'exposé de René tout à l'heure ce matin nous montre bien qu'il faut voir les choses globalement et qu'il n'y a pas d'échelle qui soit trop petite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision qui soit trop large pour aborder ces problèmes-là. Si on s'est cassé les dents jusqu'à présent, c'est peut-être qu'on voyait un petit peu trop étroitement cet aspect-là et qu'il faut mettre le paquet. On travaille aussi avec plein d'autres spécialités. On travaille avec des épidémiologistes, on travaille avec des évolutionnistes, des généticiens, des immunologistes. Alors je vais terminer par l'immunologie, parce qu'il va bien falloir que j'arrive à vous présenter la communication que je vais vous faire tout de suite. Alors pourquoi les immunologies? Eh bien parce que les immunologies, c'est un peu la pire race dans le domaine de la paludologie. C'est ceux qui, depuis plus de 50 ans, et Olivier est immunologiste, donc il le sait, nous promettent le vaccin pour demain. Le vaccin contre le paludisme, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Pascal, tu m'as dit ça l'autre jour. Vas-y. L'essentiel du vaccin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il n'y en a pas. Voilà, c'est la chose principale à retenir. Alors donc, tout est dit. Je vais vous parler donc de ce qui n'existe pas. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que moi, j'allais dire, j'ai déjà produit quelque chose d'interaction entre le cœur de mon activité et tous les domaines, tous les autres. Donc j'aurais pu faire figurer des flèches, je pense que Luciano Tuzeo aurait fait une diapositive comme ça qui aurait été beaucoup plus facile à comprendre avec des flèches partout. Mais moi je reste ça comme ça et je vais quand même en faire une. Voilà. C'est l'interaction entre la transmission vectorielle et les vaccins. Donc voilà, je vais vous faire cette présentation. Alors pourquoi je vous fais cette présentation? Parce que j'y connais rien au vaccin. Eh oui, je prétends à tort ou à raison de connaître quelque chose en matière de transmission vectorielle. En matière de vaccin ou de vaccinologie, je suis vraiment mauvais. Si vous me posez la moindre question difficile, c'est évident, je ne saurais pas y répondre. Par contre, il s'est trouvé que, vous savez qu'on appartient tous à différents cercles de réflexion ou de causeries diverses. Et j'étais entre autres, pendant ces 4 dernières années, membre du comité scientifique d'Amanet. Amanet, c'est African Malaria Network Trust. Donc c'est une ONG qui est basée en Tanzanie et qui est dirigée par Wen Kilama, avec d'autres, mais Wen Kilama est de loin la personnalité la plus dominante et je pense que vous avez tous entendu parler de Wen Kilama. C'est un grand monsieur dans le domaine du palu et maintenant c'est quelqu'un d'incontournable. Donc il a mis en place cette ONG qui est largement son bébé et cette ONG travaille à 95% sur des vaccins, c'est-à-dire sur des recherches visant à mettre en place des tests vaccinaux en Afrique. Et donc,
J'ai été confronté justement avec des spécialistes de la vaccinologie, ce sont des gens qui sont extrêmement forts en immuno, on ne comprend rien de ce qu'ils racontent, rien. Très très fort. On est en face avec des industriels qui sont extrêmement forts en production, hein, et là il s'agit de grandes quantités. Hein. Faire des vaccins c'est très difficile, c'est un boulot ahurissant, d'une complexité que je ne pouvais pas soupçonner, n'y ayant pas été confronté. Avec des épidémios, des gens qui parlent le théorème de Bayes parfaitement couramment, étonnant. On parle avec des, que sais-je, enfin, un grand nombre de disciplines, si vous voulez, tous les gens qui sont en prise avec la palynologie et avec la santé publique en général, avec l'organisation sur le terrain de la lutte et des essais de terrain, tous ces gens-là participent donc à ces réflexions-là. Donc j'ai pas mal bénéficié de leur contact, et contrairement à ce que je pensais au départ, j'ai eu vraiment du mal, et je pense que je suis mal arrivé, à leur faire comprendre que le vaccin, il allait être confronté à un problème quand même qui est important dans le paludisme, c'est que le paludisme est transmis par les moustiques. Ce sont des gens qui sont très compétents, mais ils oublient relativement ça, et à mon avis, ils n'en ont pas tenu assez compte. Donc le but de cette communication, pour moi, c'est de montrer, et je vais essayer de vous le démontrer, qu'il y a des relations entre les essais vaccinaux et la transmission vectorielle du paludisme. Voilà, pour cette parenthèse. Maintenant, je vais donc retourner ma veste une deuxième fois, et je vais aborder... Non, je ne veux pas en retourner parce qu'il fait trop chaud, là. Je vais donc raconter la transmission. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en anglais? Eh bien parce que je l'avais préparée, pas pour cet atelier paludisme, parce que j'ai été invité très tardivement à cet atelier, ça ne me dérange pas, ça me fait très plaisir, mais je l'avais présentée justement pour la conférence scientifique d'Amanet à Zanzibar il y a 15 jours. Alors, comme membre du comité scientifique, j'ai été invité, donc, et j'ai reçu mon billet le mardi, alors que je devais partir le samedi, 3 jours auparavant, donc je ne suis pas allé à Zanzibar. C'est une ONG africaine, elle est bien organisée. Et donc, je vous réserve la primeur de cette communication. En matière de transmission, vous voyez que moi j'ai que 18 diapos, hein. Mais contrairement à celle de notre ami, les 18 sont importantes. Voilà. Il y a 3 modes de transmission. La transmission qu'on appelle vectorielle, c'est la plus importante, et de loin. Je mentionne les 2 autres pour mémoire, pour votre culture personnelle, hein, qu'il ne faut pas oublier, parce que, en particulier, les médecins confrontés à des problèmes de transfusion ne doivent pas oublier qu'ils peuvent donner le palud. Donc, les aspects de transfusion, le parasite peut être dans le sang, vous comprenez, et puis en transfusion dans le sang, les parasites sont à l'intérieur. Et ils se développent, et ils peuvent être à l'origine d'accès paludisme, notamment dans des zones où il n'y a pas de transmission du paludisme. Et dans ces cas-là, j'allais dire, le pronostic est souvent défavorable, parce qu'on n'y pense pas. On interroge le malade, est-ce que vous êtes allé dans une zone où il y avait du paludisme possible en termes de transmission? Et la réponse est non dans ces cas-là, et pourtant, il y a du paludisme dans le sang. Bref, paludisme transfusionnel, c'est une voie importante, mais qui pour nous en Afrique est très secondaire. On va la négliger complètement aujourd'hui. Et la 3e voie qui est importante en Afrique, mais que je néglige aussi parce que je n'en parlerai pas du tout, c'est la voie du passage transplacentaire du parasite entre la maman et son fœtus. Transplacentaire ou bien lors de l'accouchement, c'est un petit peu comparable, enfin le résultat est le même, l'enfant au moment de la naissance est porteur de parasites. Donc voilà. Ça c'était donc pour mémoire. Alors la transmission. Qu'est-ce qu'on entend par transmission du plasmodium? Eh bien essentiellement, on entend le mode du passage du parasite depuis l'homme, depuis le moustique, vous voyez le sens de la flèche, jusque vers l'homme. Et donc ça c'est la transmission moustique-homme. La plupart du temps, de façon très intuitive, tout le monde conçoit que la transmission c'est ça. C'est le fait en tant qu'homme d'être piqué. Mais nous autres entomologistes médicaux le savons bien, il n'y a pas que ça comme mode de transmission. Il y a également un deuxième type de transmission qui est tout aussi important. Le moustique adulte, quand il émerge, il n'a pas le parasite. Il n'y a pas de transmission verticale du parasite entre un moustique femelle et puis sa descendance. Donc le moustique, il faut qu'il commence par attraper le parasite, et de son point de vue, qui est-ce qui donne le parasite au moustique? Eh bien c'est l'homme. Donc pour lui, c'est l'homme le coupable, puisque lors d'un de ses premiers repas sanguins, il va ingérer des gamétocytes qui vont être à l'origine du développement sporogonique. Donc ce deuxième type de transmission qu'on appelle homme-moustique, il est tout aussi important. Donc la question que je pose, est-ce qu'on doit parler d'une transmission ou de 2 transmissions? Je n'y réponds pas, mais je vous ai soulevé la question pour que vous ayez conscience qu'en fait la transmission, ça relève de 2 modes
pas indépendantes, mais complémentaires. En matière de vaccins, eh bien, on s'intéresse à l'homme. C'est clair, on va avoir du mal à vacciner le moustique, encore que j'en dirais 2 mots. Mais c'est pas idiot d'y penser. C'est des questions qu'on peut se poser. Donc les vaccins. Alors les vaccins, quand on essaie d'y réfléchir et qu'on ne sait pas trop ce que c'est qu'un vaccin contre le paludisme, on regarde la littérature et la littérature nous propose quelques idées, c'est-à-dire essayer d'empêcher l'invasion des sporozoïdes, que les sporozoïdes qui sont injectés par le moustique n'atteignent pas le foie ou en tout cas n'arrivent pas à se développer. Un deuxième type, c'est qu'une fois que la phase hépatique a réussi, quelque part il faudrait que la phase sanguine échoue, donc que le parasite n'arrive pas à se multiplier dans les globules rouges, donc que les mérozoïdes sanguins restent quelque part mérozoïdes sans pénétrer à l'intérieur des globules rouges pour ne pas se développer. Donc ça c'est une deuxième voie théorique de vacciner, de proposer de nouveaux vaccins. Et la troisième, eh bien, elle est différente. C'est un vaccin qui est plus fonctionnel. C'est essayer d'empêcher un mécanisme physiopathologique gravissime de l'accès grave, donc c'est le phénomène de cytoadhérence, tout ce qui est adhésion cellulaire des globules rouges parasités. Si on fait qu'il se reste fluide dans la circulation, y compris dans la circulation périphérique, en particulier au niveau cérébral ou au niveau des organes profonds, eh bien on peut espérer empêcher l'aggravation des accès palustres et le fait que ce ne soit plus que des accès simples, donc c'est beaucoup plus facile à traiter, il n'y aura pas a priori de mortalité. Quatrième voie théorique d'existence de vaccins possibles, c'est tout à fait autre chose. J'allais dire que c'est un autre domaine de la vaccinologie. Là, on ne s'adresse plus aux parasites directement, mais on s'adresse aux grandes voies immunologiques. Et dans ces cas-là, on peut au moins imaginer que c'est envisageable, mais c'est pas sûr. C'est le fait d'expliquer ou de forcer un système immunologique à réagir correctement contre un parasite. Il est quand même étonnant de voir que des enfants en Afrique qui ont beaucoup ou peu d'immunité, mais enfin ils peuvent en avoir un petit peu quand même, supportent des charges parasitaires énormes sans avoir aucune pathologie, sur des gosses qui sont en train de courir dans la cour de l'école. Et pourtant, quand on leur fait des gouttes épaisses, eh bien, ils sont bourrés de parasites. Donc ça, c'est quand même un peu troublant. Le parasite par lui-même n'est pas toujours pathogène. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des mauvaises réactions immunitaires, de type inflammatoire par exemple, mais ça peut être d'autres types, qui font qu'il y a une mise en place d'une manifestation pathologique et éventuellement son aggravation par le fait que les mécanismes immunitaires sollicités vont dans le mauvais sens en quelque sorte. Donc il faudrait essayer de les réorienter, et donc ça c'est la quatrième grande orientation vaccinale que je vous propose, et on peut imaginer quelque part que les 3 premières sont un peu du même ordre, et que la quatrième par contre est très différente en termes conceptuels puisque ça ne s'adresse pas au parasite lui-même. Je mentionne également pour mémoire un autre type de vaccin, puisqu'il faut en parler un petit peu. Les entomologistes médicaux y sont confrontés, peut-être c'est là qu'ils en savent le plus, je dirais, forcément, puisque le moustique en tant que tel est impliqué, et donc c'est qu'on parle des vaccins bloquant la transmission. Alors là, j'ai mis vaccin bloquant la transmission, c'est pas seulement moustique, mais c'est aussi la transmission homme-moustique qui est en cause, puisque c'est dès les stades gamétocides, quelque part, que les cibles potentielles peuvent être révélées. Ça peut être tous les stades de développement précoce du parasite dans le moustique, gamétocytes, gamètes, oocystes, peut-être pas plus, ookinètes, même jeune oocyste, mais après, j'allais dire probablement ça échappe. Donc voilà. Donc, pour présenter le paludisme, j'utilise de temps en temps cette diapo parce que en un minimum de place, eh bien, on manipule des notions qui seront forcément utiles par la suite pour que, au moins en termes de définition, on parle tous de la même chose. Le paludisme, c'est quoi? C'est d'abord un homme qui n'est pas infecté, c'est un homme sain, qui devient infecté par le fait des moustiques et donc de la transmission. Étudier la transmission, c'est étudier le passage de l'état de non infecté, quand on est un homme, à l'état d'infecté. Éventuellement, le tableau peut s'aggraver et on peut être infecté là, ici, sans être malade, en devenant malade. Donc la mise en place du phénomène morbide, donc, relève de l'étude de la morbidité. Et lorsque ça s'aggrave et que l'on décède du paludisme, évidemment, cela relève de la mortalité. Bien heureusement, cette séquence n'est pas obligatoire et il y a un grand nombre de mécanismes qui sont de rétroaction négative
En particulier, je vous mentionne ceci, donc la prévention de l'infection, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais elle se situe là, hein, et pas ailleurs, puisqu'après on est infecté. Donc c'est qu'on a raté la prévention de l'infection, ceci a échoué. Le deuxième aspect, c'est la lutte contre les vecteurs. Et donc ça intervient à ces 2 niveaux-là, hein, puisque là, les vecteurs ne jouent plus aucun rôle. Hein. Alors ça intervient surtout là, de ce passage-là, pour la transmission, mais ça intervient aussi là par le fait du développement de la prémunition. Hein. Dans une population qui a un certain niveau de prémunition, lorsque l'on divise, lorsqu'on réduit la charge parasitaire infectante, donc lorsqu'on fait en fait la lutte contre les moustiques, en réduisant la transmission, eh bien, on peut avoir une amélioration, donc revenir à un état infecté mais non morbide. Et puis, il y a le domaine des médicaments, dont je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais, qui intervient là, à ces 2 niveaux, aussi bien en prophylaxie qu'en thérapeutique, hein, mais je ne fais pas de distinction là. Et plus que tout, je voulais mentionner là parce que c'est essentiel, et c'est pour ça que l'homme survit encore, parce qu'avant que les médicaments existent, eh bien, l'immunité naturelle existait aussi. Eh bien, l'immunité naturelle intervient à tous les niveaux, et les vaccins, je vais le mentionner là aussi, parce que finalement, il y a de grandes relations entre l'immunité naturelle et la recherche vaccinale. Donc transmission, morbidité et mortalité sont liées, ça fait aucun doute. Hein. On augmente la transmission, on peut augmenter ou réduire la morbidité, on peut augmenter ou réduire la mortalité. Il y a un lien, je ne dis pas que c'est un lien positif, hein, c'est un lien, c'est une relation. Et l'immunité naturelle et les vaccins sont liés. Là aussi c'est très intuitif, je pense que vous êtes tous convaincus de ça. Et donc notre sujet de débat aujourd'hui, c'est d'essayer de relier la transmission à ça. Sachant que transmission et morbidité et mortalité sont liées, on va l'oublier, on va faire juste transmission et immunité naturelle. Alors, pourquoi est-ce que on va parler de ça? Parce que il me semble que moi, il y a une question qui n'est pas assez clairement posée, au moins dans la littérature et au moins dans la conscience de mes contemporains qui travaillent sur les vaccins, c'est que il y a un vrai problème avec ces notions de transmission et de vaccin. Un vaccin, on peut imaginer qu'il marche, hein, on est en train de rêver, pour le moment c'est pas le cas, mais on peut très bien imaginer qu'un jour on va tomber sur un candidat vaccin qui se révèle être potentiellement un vrai vaccin. Mais on ne va pas du tout savoir dans quelles conditions il va être efficace, ou complètement efficace, ou un petit peu efficace. On peut très bien imaginer que le niveau de transmission qui sera établi chez la personne vaccinée va avoir une influence considérable. Il est même probable que ce soit le cas. D'abord, ça peut être un effet additif, c'est-à-dire, voyons les choses positives, un vaccin, la plupart du temps, c'est une injection d'antigènes, et la transmission, c'est également une injection d'antigènes. Donc, il peut très bien y avoir un effet additif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de booster, de rappel, comme on dit en français, sur la tentative vaccinale pour que donc, ce vaccin soit encore plus efficace. Donc, quelque part, la nature aiderait la vaccinologie. On peut rêver, ça m'étonnerait que ça soit comme ça, mais c'est possible en tout cas. À l'inverse, on peut très bien imaginer le pire, c'est-à-dire que le vaccin soit un petit peu efficace, soit assez efficace, c'est-à-dire pour protéger d'1 ou 2 piqûres infectantes. Par contre, s'il y a une grande quantité de piqûres infectantes qui arrivent en masse, on peut très bien imaginer que le vaccin soit dépassé, que les potentialités immunologiques induites par le vaccin soient totalement dépassées par un simple effet quantitatif. Un vaccin que je vais recevoir un jour va me protéger, j'allais dire, mettons pendant 1 an, dans l'idéal, mais il va me protéger contre les 3 premières piqûres infectantes. Donc, dès la 4e que je vais recevoir, l'effet de mon vaccin serait épuisé. Je parle co-conditionnel, évidemment, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est très envisageable. En immunologie, on connaît bien ces phénomènes de tolérance haute zone. Hein, quand il y a une quantité d'antigènes massive qui est injectée, eh bien, le système immunitaire est débordé. Il ne réagira pas comme il va construire une réaction de type anticorps, par exemple, si c'était le même antigène mais injecté à une dose plus faible, plus physiologique, disons. Donc c'est autour de ce questionnement-là que va porter ma communication. Et moi je pense vraiment, je vous en donne la conclusion dès la diapo numéro 5, et je la redirai à la dernière, c'est que les développements vaccinaux doivent véritablement se poser la question, et en tout cas documenter systématiquement sur les essais, sur tous les essais qui sont faits d'injection à des populations en zone d'impamidé, de savoir, au cours de l'essai, avant, pendant et après, quelles sont les quantités de piqûres qui sont reçues
par chaque volontaire. Je pense qu'on a absolument le devoir de faire ça. Alors on me répond, mais non Vincent, parce qu'on travaille maintenant de plus en plus dans le domaine théorique où ça ne sera jamais les adultes ou les enfants qui seront vaccinés. Le vaccin, il va être maintenant conçu pour les nouveau-nés. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, parce que ce sont évidemment les tout petits enfants qui sont le plus à risque du paludisme. Donc c'est ceux-là qu'il faut protéger prioritairement. Je ne parle pas des voyageurs. Les voyageurs, on sait très bien qu'ils peuvent être protégés aussi. Mais ce sont les tout petits enfants qui sont protégés. Et on me dit, mais les petits enfants, ils n'ont pas de prémunition. C'est pas vrai. Ils ont tout ce qui est anticorps materno-transmis. Et ça dure, et c'est très efficace, on sait que c'est très important. Donc, ce passage du relais entre la protection induite par la mère lors de la in utero, on va dire, hein, et puis la construction de la prémunition par les piqûres successives d'anophèles infectés, ce relais-là doit être pris en charge par un vaccin. Et je n'en démords pas, même si on fait ça chez les petits-enfants, il faut documenter le taux de transmission auquel ils sont soumis. Bon, ça je passe. La mesure de la transmission. Entendons-nous bien, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle quand on dit on mesure la transmission? De quoi est-ce qu'on fait l'évaluation? On fait l'évaluation du nombre de piqûres que reçoit un individu au cours d'une unité de temps. Hein, ça se mesure donc pour une espèce plasmodiale donnée. La plupart du temps c'est falciparum, mais il y a des endroits où falciparum n'est pas dominant et où c'est vivax par exemple, et vivax est une espèce qui entraîne beaucoup de pathologies, hein, il ne faut pas la négliger. C'est rapporté à une personne, hein, et ordinairement c'est à un adulte, sachant très bien que les enfants sont moins piqués que les adultes, à peu près 2 fois moins, et que les nouveau-nés sont à peu près aussi 2 fois moins piqués que les enfants. Donc si on veut avoir un taux de piqûre sur un nouveau-né à partir d'un adulte, on divise par 4. C'est grossier, mais enfin c'est admis. Et c'est par unité de temps, alors là on choisit ce qu'on veut en fonction de ce qui nous arrange, ce que l'on veut dire également, soit au cours d'une nuit si on a fait la mesure sur une nuit, soit au cours d'un mois, soit au cours d'une année, soit au cours d'une vie. Moi dans mon exposé après, vous allez voir, je vais beaucoup utiliser par vie. Et ça se mesure avec un paramètre dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était le produit du taux de piqûre par l'indice porozoétique, et en anglais ça s'appelle IAR, et en français ça s'appelle le taux d'inoculation entomologique. C'est la même chose, hein, c'est la traduction française. Et l'unité, donc c'est le nombre de piqûres d'anophèles infectés par homme et par unité de temps. Alors on se pose la question tout de suite, maintenant qu'on a fait notre mesure, est-ce qu'on a bien mesuré ce que l'on voulait mesurer? Question classique, hein, c'est-à-dire quand on fait un test, à la fin du test on a un résultat. Et bien il est la moindre des choses de se demander si ce résultat c'est ça qu'on voulait avoir finalement. Et vous allez voir que les choses ne sont pas trop simples. Donc, malgré tout, elles ne sont pas si mauvaises que ça quand même. Donc, on fait des mesures sur un grand nombre de nuits et sur un grand nombre de personnes et on travaille par moyenne. Alors, les moyennes, c'est dommage que vous n'ayez pas été là il y a eu 2 ans, parce que vous auriez compris ce que c'est qu'une moyenne. Une moyenne, c'est affreusement réducteur en termes statistiques. C'est pratique, tout le monde les utilise, mais la distribution des variables est totalement obérée. On n'en a plus aucune idée. Donc, quand on travaille que sur les moyennes, eh bien, on travaille par exemple sur une année, et on ne précise pas s'il s'agit d'une transmission saisonnière ou d'une transmission permanente, ce qui est pourtant essentiel en termes immunologiques quand on est soumis à des challenges réguliers ou quand on a 9 mois de saison sèche sans aucune nouvelle inoculation. La maladie ne sera pas la même, vous verrez. Donc c'est sur un échantillon d'un grand nombre de personnes et on n'a pas non plus donc de variation individuelle. Donc, soit sur les différences entre les adultes et les enfants que je vous ai mentionné tout à l'heure, soit en termes d'environnement moyen. Ceux qui habitent à côté de la rivière ou à côté de la rizière ou à côté des gîtes larvaires, au contraire ceux qui vont habiter en haut de la colline, ces gens-là ne seront pas les mêmes, seront pas égaux en termes de transmission. Ça, il faudra en tenir compte. C'est une mesure qui est établie à partir d'individus qui ne dorment pas. Hein. On capture la plupart du temps, vous avez entendu parler de ça, dans des méthodes entomologiques de capture habituelles, c'est le captureur qui est l'appât. Donc il capture sur lui-même. Et donc dans ces cas-là, il ne dort pas. Pourtant, ça se passe la nuit, les moustiques sont actifs la nuit. Et donc là, on a une sorte de biais considérable. Est-ce que les moustiques piqueraient la même chose si le captureur était endormi? Et personne ne le sait à l'heure actuelle. Et donc ça procure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mesure en termes de nombre de piqûres d'anophèles infectés. Hein, et c'est pas ça dont on a besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de passages réussis depuis le moustique vers l'homme. Hein, donc là, il faudrait qu'on parle en termes de piqûres infectantes. C'est subtil comme nuance, mais c'est assez important, parce qu'on va voir que c'est pas la même chose. Il y a une diapo là-dessus tout à l'heure.
Et donc la conclusion, c'est que tout le monde utilise les taux d'inoculation entomologique, alors je vais faire évidemment comme tout le monde, puisque c'est ce que je fais, mais vous saurez que c'est une approximation relativement grossière de ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la transmission des plasmodiums. Pour illustrer les propos là, et l'importance de la transmission avec le paludisme, ce sera la seule diapo. Donc c'est un travail qu'on a fait au Sénégal, dans la zone de Niakhar, et on l'a fait dans l'année, au cours d'une année, les entomologistes travaillent une année, pas moins, minimum, en 95. Et donc vous voyez chaque mois de l'année qui est mentionné là, de janvier à décembre, 95, et puis vous voyez la première courbe qui correspond à la quantité de pluie, c'est le nombre de millimètres de pluie par mois. Donc ça, c'est des données qui sont enregistrées dans des pluviomètres, c'est facile. Donc ça donne cette courbe-là. Normal, on est en zone de savane, type sahélienne, pour dire court, quoi, avec une seule saison des pluies et un maximum de saisons des pluies en août, qui est tout à fait classique. Les Sénégalais et Maliens vont pas me démentir, je pense, dans ces zones-là. Et puis on regarde aussi les moustiques, on les dissèque, on fait notre mesure de la transmission, là le IIR dont on a parlé, le taux d'inoculation entomologique, et puis voilà, c'est cette courbe-là, qui est donc le taux de transmission des plasmodiums. Et qu'est-ce que l'on observe? On observe qu'il y a une très belle symétrie de ces deux courbes, et on dit, après tout, c'est pas si étonnant que ça, les pluies donnent des gîtes larvaires, les gîtes larvaires donnent des moustiques, les moustiques donnent la transmission. Jusque-là, on n'est pas étonné qu'il y ait une belle proportionnalité entre les pluies et les moustiques. Et puis, on travaille dans une zone qui est la zone de Niakhar, qui est suivie depuis des dizaines d'années par nos collègues médecins et démographes et tout ce qu'on veut, sociologues et autres gars des sciences humaines dans cette zone, et où tout est répertorié bien comme il faut. En particulier, donc, les migrations, les démographies, les naissances, les décès, et puis les environnements, les contextes de décès. On parle d'autopsie verbale, peut-être vous en a-t-on parlé au cours de votre atelier. Il s'agit de quoi? Il s'agit de passer régulièrement dans des populations que l'on connaît, auxquelles on est bien reçu, parce qu'on est attaché à ces gens-là, ils vous connaissent, et puis on aborde les événements majeurs qui ont survenu, par exemple au cours de l'année précédente, les mariages, les départs, les migrations, les nouvelles de un peu tout le monde, les décès. Et en cas de décès, on recueille le maximum d'informations pour essayer de retrouver a posteriori la cause du décès. Et l'environnement familial d'un décédé est quand même très informatif. Il y a un grand nombre de cas où c'est très facile d'attribuer une cause de mortalité. Un accident de la route, vous êtes sûr que c'est pas du paludisme. Je prends un exemple caractéristique, mais quand vous êtes mort dans un accident de la route, c'est pas comptabilisé palu. Quand vous êtes piqué par les serpents dans la zone de Niakhar, il y a beaucoup de serpents. Les mortalités par serpent, en particulier de serpents, c'est important. Donc ça, c'est facile d'éradiquer le paludisme. Quand c'est des décès de petits-enfants, j'allais dire à la période des rougeoles, en cas d'épidémie, là, il y a des symptômes. Les mamans, les papas peuvent bien, ou même les infirmiers, peuvent bien rapporter des symptômes qui sont très évocateurs d'autre chose que du paludisme. Et puis au fond de votre étude, eh bien, vous avez des domaines où le tableau clinique du paludisme colle bien, même chez les petits-enfants. On a critiqué le fait, avec juste raison, qu'il n'y a pas de signe pathognomonique du paludisme, mais malgré tout, on essaye quand même d'utiliser ces enquêtes par autopsie verbale pour attribuer a posteriori de la mortalité paludisme. C'était un petit peu une parenthèse un peu longue, mais je pense que c'était utile. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe que les 100 décès, c'était juste 100 qui ont été observés cette année, les 100 décès par paludisme sur la 50 000 personnes taille de l'échantillon, eh bien, se répartissent, tous âges confondus, selon cette grosse courbe noire. Donc, là, il y a 100 personnes qui sont mortes du paludisme dans cette zone en 95. Et on voit comment ça se répartit, et on voit qu'il y a une superposition assez extraordinaire. Ça veut dire que c'est très rare en biologie quand un phénomène est aussi lisible, c'est très très rare, entre les pluies, les moustiques et la mortalité par paludisme. Je pense que ça a été assez bien fait quand même, et je vais dire, moi-même qui ai participé à cette étude, j'ai beaucoup de confiance en ces résultats-là. Donc c'est pour vous dire que la transmission c'est quand même important. On ne peut pas oublier que transmission égale mortalité. Ça me semble démonstratif. Autre prise d'information que l'on doit cette fois-ci à notre ami Christophe Rogier, avec j'ai mis le cycle de l'IMTSSA, et puis à nos collègues de l'Institut Pasteur de Dakar aussi, pas seulement, mais enfin les collègues de l'IRD, d'autres, mais enfin bon bref. Vous allez voir, là on rapporte là au cours de la vie, d'une vie humaine, en fonction de l'âge, on met jusqu'à 50 ans parce qu'après il ne se passe plus grand chose de différent à l'âge adulte, par rapport au nombre d'accès palustres. Donc on met en relation, au cours de l'âge, le nombre d'accès palustres. Vous allez voir tout de suite.
Comment ça se passe? On prend des exemples, il y en aura 4. Le premier, il a été produit par notre ami Jean-François Trapp et collaborateurs dans la plus grande ville du Sénégal, qui s'appelle Pikine, et où le taux de transmission a été évalué à un petit peu moins d'une piqûre d'anophèle infecté par homme et par an. Donc tous les ans, au cours d'une vie, chaque individu reçoit une seule piqûre. Alors, est-ce qu'on est malade pour autant? Eh bien, la plupart du temps, oui, on va dire. Puisque là, quand le petit il n'a pas de prémunition, chaque fois qu'il reçoit une piqûre une fois par an, donc il va faire son accès palustre. Donc chaque piqûre infectante va développer un accès palustre. Et puis donc ça reste stable jusqu'à peu près une dizaine d'années. Et puis après ça baisse peu, mais ça reste autour de 2. Après de 0,2, excusez-moi. Donc 0,2 accès palustre par an, ça veut dire seulement un accès tous les 5 ans. Mais ça ne s'arrête jamais. Même que quand on a 80 ans, on fera encore un accès palustre tous les 2 ans. Excusez-moi, tous les 5 ans. Je viens de le dire. Bon, vous allez voir, ce qui est intéressant, ce n'est pas les valeurs en soi, mais c'est les valeurs relatives par rapport aux autres études. Deuxième étude, également due à nos collègues Trapp et Rosier, et d'autres, plein d'autres, mais enfin bon, je mentionne ces deux-là. Toujours Sénégal, village de Ndiop. Ndiop, c'est une transmission saisonnière, à peu près 10 à 30, je mets 10 à 30 parce que ça varie selon les ans, c'est des études qui ont été très pluriannuelles, et donc 10 à 30 piqûres d'anophèle infectées par homme et par an. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on voit? On voit une distribution assez radicalement différente, avec là, cette fois-ci, une sorte de courbe en cloche. Le nombre d'accès palustres augmente jusqu'à 7 ans. À 7 ans, il est maximum. Les enfants qui ont 7 ans, au cours de leur 7e année, font 3 accès palustres. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils en font de moins en moins. Et cette courbe rouge passe en dessous de la courbe verte. On continue, on augmente dans les niveaux de transmission. Et donc là, on se place dans le village de Dielmo, au Sénégal. Il y a peu d'études, il n'y en a que 4. Je ne pourrais pas vous en citer une 5e, il n'y a que 4 études qui présentent ces distributions-là. C'est énormément de travail de produire une telle distribution. Dielmo au Sénégal, entre 100 et 300 piqûres d'anophèle infecté par homme par an. Là encore, c'est des études pluriannuelles. Donc beaucoup plus de transmission, mais une transmission de type permanente, avec des variations saisonnières, mais en tout cas jamais de saison sans aucune transmission. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'allure de cette courbe qui était là, rouge, dont on parle à la courbe violette, c'est un peu la même chose, mais avec une exacerbation et un pic qui est plus haut. On est à 5 accès palustres par an, quand même pas mal, ça veut dire qu'on est malade tous les 2 mois, et quand on a 2 ans et demi, 3 ans, et qu'on est malade tous les 2 mois, on est content de grandir, je pense. C'est ce qui se passe, et là il y a une chute très très spectaculaire du nombre d'accès palustres, et à peu près la même courbe chez les adultes que ce qui se passe là chez Ndiop. Ndiop et Dielmo, les adultes sont prémunis, ils font peu d'accès palustres, mais ils en font toujours. Les accès palustres de l'adulte, c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Et mon dernier exemple, c'est d'Anané, en Côte d'Ivoire, où là les taux de transmission sont au maximum par rapport aux données disponibles, 300 piqûres ou plus, parce qu'il y a plusieurs villages, donc c'est 300 minimum, c'est varié entre 300 et 500. Piqûres d'anophèle infectées par homme et par an, transmission permanente, et donc dans ces cas-là, les tendances sont encore plus extrêmes. Là, le maximum de pathologie est observé au cours de la première année, et ne cesse de décroître au cours de la vie, et est quasiment nul à partir de 20 ans. Alors à mon avis, on ne peut rien comprendre au paludisme si on n'a pas ça en tête. Il faut constamment avoir ça en tête si on veut comprendre un petit peu les relations entre la transmission et la morbidité. La morbidité, c'est quand même ce qu'il y a de plus abordable pour la compréhension du paludisme. La mortalité est le plus important, mais la mort par paludisme, c'est un phénomène rare. C'est difficile d'y travailler dessus. Tandis que sur la morbidité, c'est relativement plus facile, parce que c'est plus fréquent. Quand vous travaillez dans un village avec les enfants de 3 ans, ils font 5 ou 6 accès palustres par an, vous en voyez plein. Tous les jours, vous en voyez s'il y a assez d'enfants dans le village. Et donc, vous pouvez alimenter votre base de données, vous pouvez essayer d'agir là-dessus. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien là, on assiste complètement en direct, je dirais, à la relation entre la transmission et le développement de la préimmunité. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sera moins malade quand on grandit que quand on était jeune ou plus jeune? Eh bien, c'est que la prémunition va se mettre en place et va être de plus en plus efficace. Le terme de prémunition est un mot français. En anglais, il n'y a pas d'équivalent. On parle d'immunité, mais immunité contre le paludisme. Mais en français, on a un mot spécial, prémunition. C'est une immunité très particulière. J'espère qu'on vous en a parlé.
et qui est tout à fait adapté à cette pathologie et à ses relations avec ce type de parasite. Donc voilà, c'est aussi avec ce genre de considération qu'on peut extrapoler à savoir ce que donne le résultat d'une lutte antivectorielle. Si on passe à la zone de Dialmo à 300 ou 200 piqûres infectées à la zone de Dakar avec une lutte efficace contre les moustiques, on va réduire la transmission, à la limite on sait faire, les entomologistes savent faire avec de l'insecticide, et donc qu'est-ce que va être l'intérêt? On va passer d'une courbe comme ça à cette courbe comme ça. Bon, est-ce que c'est intéressant? Il faut se poser la question. On se pose la question et on regarde en fait. Pourquoi? C'est que les données, c'est une sorte d'intégrale sous les courbes, c'est le nombre de Accephalus par homme et par vie. À Dananée en Côte d'Ivoire, c'est 25. C'est cette courbe-là, la grande courbe. Vous voyez, tous les Accephalus se font avant 10 ans, puis après, il n'y en a pratiquement plus. 25 Accephalus au cours d'une vie, quand on habite là-bas, tout le temps. 43 à Dielmo, Sénégal. 62, encore plus. C'est un maximum. C'est ahurissant, mais là où il n'y a pas beaucoup de transmission, entre 10 et 30, c'est là qu'on est le plus malade. Il n'y a pas que ça qui est à considérer. Il y a aussi la distribution au cours de la vie. Et on observe ça. Ça, c'est très important aussi en santé publique, parce que, j'allais dire, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça se passe, c'est de l'observation, mais il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire le nombre d'accephalus, la proportion d'accephalus qui se développe soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte. Alors là, j'ai mentionné les pourcentages à l'âge adulte. On est des adultes, on se dit que nous, on est adultes, ce sera plus facile de nous soigner, quelque part, parce qu'un adulte, il va réagir, il va se manifester quand il sera malade, ce sera beaucoup plus évident que sur un enfant qui sera peut-être livré à lui-même, s'il n'est pas dans un environnement favorable au niveau familial, un accephalus ne sera pas forcément détecté. Alors donc, à Dananée, Côte d'Ivoire, beaucoup de transmission, presque rien comme accephalus chez les adultes, 10%, c'est pas beaucoup, 23%, 41%, ça ne cesse d'augmenter. Au fur et à mesure que la transmission diminue, c'est tout à fait logique, la prémunition n'arrive pas à se mettre en place, c'est un mécanisme qui pédale, qui ne devient pas véritablement efficace, et donc jusqu'à l'âge adulte, la prémunition sera déficiente. Et donc là, il y a une répartition homogène, quelque part, à Pékin, des accephalus, avec autant dans l'âge adulte. L'âge adulte, c'est quoi? C'est 15-20 ans, à peu près, au niveau immunologique en tout cas, autant à l'âge adulte que dans l'enfance. Donc ça, c'est une diapo qui pour moi est tout à fait fondamentale. Il y a d'autres méthodes qui ne sont pas entomologiques pour mesurer la transmission, je les cite pour mémoire, c'est des méthodes parasitologiques, la présence de parasites, c'est frottis-goûter-pèse, au cours d'enquêtes successives, dans un suivi longitudinal par exemple, je passe, mais je les mentionne pour mémoire. Ah pardon, il faut revenir en arrière, chef. Merci. Les enquêtes sérologiques, c'est un peu la même chose, mais le détecter les anticorps, les parasites, on détecte leurs anticorps, c'est la réponse immunologique, et puis on peut regarder aussi l'incidence de la maladie. Ça, c'est une façon indirecte d'évaluer la transmission, puisqu'on a vu tout à l'heure, elle était liée à la transmission, et on a vu aussi que les accephalus proviennent toujours à l'occasion d'une nouvelle piqûre infectée. Toujours. Alors, quelle est l'efficacité de cette transmission? Donc, la transmission depuis le moustique vers l'homme. C'est important dans le contexte vaccinal parce qu'on a toujours des challenges à envisager au cours d'essais vaccinaux. La plupart du temps, il va falloir vérifier si la molécule qu'on a injectée ou si le cocktail immunologique qu'on a injecté a de l'efficacité. Et pour ça, on fait des tests in vivo chez des volontaires. C'est ce qui a été fait dans un contexte non vaccinal, mais purement d'observation. On a pris des volontaires américains, entre guillemets, j'aurais dû le dire, et on les soumet à une piqûre d'anophèle infecté. Donc on a fait ça sur 5 volontaires. 5 d'entre nous sommes volontaires américains. Chacun d'entre nous recevons une piqûre de moustique. On regarde bien le moustique se gorger. On est sûr qu'il y a des sporozoïdes dans les glandes salivaires. Et puis on attend. On regarde si on est malade après, au cours des jours qui suivent. C'est assez lourdeau comme méthodologie, mais c'est bougrement efficace parce que on voit qu'il y en a 3 des 5 volontaires qui sont malades, qui développent une maladie, qui développent une parasitémie, et 2 qui n'en développent pas. Alors on prend 5 autres volontaires, mais au lieu de leur soumettre une piqûre de moustique, on les soumet à une piqûre de 2 moustiques. Alors ça fait 2 piqûres, je sais bien, en même temps. Et qu'est-ce que l'on observe? Là, on observe qu'il y a 2 volontaires qui développent une parasitémie sur les 5.
Donc là, 3 sur 5, 2 sur 5, on va dire que c'est additionnable et que 1 et 2, quelque part, les résultats sont comparables. Et puis le troisième groupe, ça a été sur 10 volontaires, et chacun de ces 10 volontaires a reçu en même temps un pot de 10 moustiques qui se sont gorgés tous les 10. Et dans ces cas-là, eh bien, on a un succès complet, si j'ose dire, là. Il y a, à tous les coups, lorsqu'on reçoit 5 piqûres de moustiques infectés, à tous les coups, il y a un succès parasitaire pour que les parasitémies se développent. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, on en déduit d'une part que, en termes de transmission, eh bien, une fois sur deux, il y a un échec, pour des raisons qui nous échappent complètement. Est-ce que les sporozoïdes sont mal injectés? Est-ce qu'ils sont injectés dans un mauvais compartiment? Est-ce qu'ils se perdent entre le point de piqûre et puis le foie? Est-ce qu'au niveau du foie, il y a un échec du développement? J'en sais rien, ce n'est pas des questions qui sont inintéressantes, mais je ne peux pas vous répondre. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une piqûre sur deux qui ne donne rien en termes de succès. Mais la conséquence aussi qui nous apporte en termes de vaccinologie, c'est quoi? C'est que pour faire un challenge, qui doit marcher à tous les coups, parce que c'est un boulot monstrueux d'injecter un cocktail candidat vaccin à quelqu'un, et puis il faut que le challenge soit efficace, il faut que ce soit une réponse très claire, donc il faut qu'on soit sûr que la personne est protégée ou ne soit pas protégée, et donc pour ça, grâce à ce genre d'études, eh bien on utilise toujours maintenant 5 moustiques infectés pour chaque challenge individuel. Il faut se rappeler que c'est sur des volontaires qui vivaient en Amérique et qui n'avaient jamais contracté le paludisme auparavant, donc qui étaient totalement vierges. Donc il faut se rappeler que s'il y a de la prémunition, très probablement, c'est plus 5 qu'il faudra utiliser. C'est un plus grand nombre. Et combien, je ne sais pas. L'étude n'a pas été faite. Voilà. Rapidement, ça aussi, parce que je pense que c'est important en termes de transmission, de savoir où et quand se fait la transmission. Alors, quand est-ce qu'elle se fait? Nous le savons très bien, elle se fait lors de la piqûre. Chacun le sait maintenant, c'est clair. Où est-ce qu'elle se fait? Elle se fait dans le derme. Et c'est important de savoir qu'elle se fait lors du probing. Le probing en français, ça s'appelle le sondage. C'est le moment où le moustique rentre ses pièces buccales dans la peau, le moment où l'extrémité des pièces buccales n'a pas encore rencontré l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Et donc, lorsque les pièces buccales sont dans l'épaisseur du derme, c'est là que les sporozoïdes sont injectés avec la salive. La plupart des sporozoïdes, voire tous ceux qui sont injectés lorsque le moustique est en train d'aspirer, lorsqu'il en est à la phase du gorgement, eh bien ces sporozoïdes ne passent pas dans le sang, ils sont réingérés par le moustique et ils se retrouvent dans l'estomac du moustique. Il y a des différences de flux monstrueux entre le sang aspiré et la quantité de salive qui sort. Si bien que la totalité des sporozoïdes injectés par le moustique dans le sang n'est pas efficace pour l'infection de l'homme. Ça a été découvert relativement récemment. En tout cas, la preuve a été apportée en 2006 et il y avait des indications en 1997 déjà. Combien il y a de sporozoïdes qui sont injectés dans le derme? Eh bien, il y en a un nombre très variable, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est beaucoup moins que les sporozoïdes contenus dans les glandes salivaires. C'est de l'ordre de 1% seulement. Et les nombres de moustiques qui sortent de la salive et qui vont dans le derme sont très peu nombreux. Ils sont entre 0 et 1000, c'est l'écart maximum, et sinon le nombre très habituel c'est entre 10 et 20. Donc une piqûre d'un anophèle infecté, c'est seulement 10 à 20 sporozoïdes, ce qui est très peu, ce qui est beaucoup moins que ce que l'on pensait initialement. Alors on en arrive à la notion d'hétérogénéité de la transmission. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Eh bien c'est la prise en compte de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a certains d'entre nous qui vivons en zone d'impaludé qui reçoivent 0 piqûre, soit par le fait du hasard, soit parce qu'ils habitent, dans un environnement ou dans un contexte qui fait qu'ils sont protégés, qu'ils sont à l'abri. Imaginons quelqu'un qui vive toute sa vie dans une moustiquaire imprégnée, eh bien il n'aura jamais aucune piqûre, et donc celui-là va être 0. C'est un peu théorique, mais pas forcément. On peut imaginer des hommes qui vivent constamment au sommet de montagne un petit peu haute où il n'y a pas d'anophèle. Ces gens-là n'auront jamais le paludisme, ils ne risquent pas de l'avoir. Donc cette borne de 0, il faut l'intégrer. Il y a des gens qui ne recevront jamais aucune piqûre, et en particulier, il y a tous ceux qui vivent au pôle Nord. Ceux-là ne rencontreront jamais aucun anophèle, ou en zone de non-transmission. La zone maximale, c'est quoi? C'est celle qui a été mesurée dans le pire des contextes, en Tanzanie, ou dans certaines zones du Congo-Brazzaville, où on se rend compte qu'au cours d'une vie, un individu recevant à peu près 3 piqûres d'anophèle infectés par nuit, bon, vous faites le calcul, ça fait 1000 par an,
et au cours d'une vie de 100 ans, eh ben, ça fait 100 000. Donc 100 000, c'est 10 puissance 5. Hein? Donc, on a une distribution des piqûres par homme au cours de leur vie qui va s'étager donc entre 0 et 10 puissance 5. Hein? C'est le nombre de piqûres d'anophèle infecté. Je prends l'exemple de celui qui va se trouver là. Celui qui reçoit 100 piqûres au cours de sa vie de 100 ans, eh bien, il aura une piqûre par an. C'est de la moyenne, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Donc, une piqûre par an, ça donne 100 piqûres par 100 ans. Celui qui va vivre, celui qui est représenté ici, il a 10 fois plus, donc il aura en moyenne 10 piqûres d'anophèle infecté par homme par vie, pendant 100 ans. Et donc, cette hétérogénéité, elle doit être absolument prise en compte, parce qu'elle a des conséquences. C'est évident, on l'a vu largement en termes d'acquisition de la prémunition. Et on a vu que la prémunition ne pouvait pas se développer, c'était impossible, si on recevait moins de 100 piqûres d'anophèle infecté au cours de sa vie. Elle se met en place qu'au-delà de la 100e. Hein. Sinon, on est dans la zone de Pikin, par exemple, et au cours de Pikin, on se rend compte qu'il n'y a pas de prémunition efficace. Il peut y avoir des anticorps, mais ils ne sont pas efficaces pour protéger contre les accéphalus. Et que cette prémunition, elle demande 10 ans, entre 0 et 10 ans, c'est les nouveau-nés qui reçoivent 10 puissance 3 piqûres, c'est-à-dire 10 000 piqûres. 1000 piqûres, pardon. 1000 piqûres, ça fait 10 par an, au cours des 10 ans. Et elle prend 2 ans pour ceux qui reçoivent 10 000 piqûres. D'anophèle infecté, hein, c'est pas des piqûres de moustiques, c'est des piqûres de moustiques avec des sporozoïdes dans la salive. Et ça, c'est les données qui sont issues directement de la diapo précédente, là, avec les 4 courbes. Ça a également des conséquences en termes de challenge dans les essais vaccinaux, puisqu'il faut prendre ça en compte. Si on travaille sur autre chose que sur des nouveau-nés et encore, eh bien il va falloir prendre en compte l'existence de cette prémunition, puisqu'il faudra à chaque fois augmenter le challenge pour être sûr que le vaccin est efficace à apporter quelque chose en plus de la prémunition naturelle. Alors on va essayer de voir comment est-ce que se répartissent là sur notre échelle tout à l'heure, entre 0 et 10 puissance 5 piqûres par homme par vie, comment est-ce que se répartit la population mondiale. Il faut qu'on en fasse la distribution. Et ça, vous pourrez chercher dans la littérature, ça n'existe pas. Donc j'ose, si vous voulez, face à vous, me lancer dans cette affaire-là. Alors la première colonne, là, je suis tranquille, j'ai pris ça dans la littérature, c'est la population mondiale, c'est la colonne qui est vraie. Hein, ma source, c'est le bureau de référence de la population mondiale. On a 6 milliards 200 millions d'hommes en 2002. Je veux bien les croire. Je ne les ai pas tous comptés, mais je veux bien croire qu'ils se répartissent comme ça. Je pense que c'est des gens sérieux, ça me va comme chiffre. Cette notion-là est beaucoup plus subtile. Elle prend en compte donc l'existence de transmission dans les zones que l'on connaît par rapport à ce que l'on connaît de l'épidémiologie du paludisme. J'ai pris des risques en mettant ces chiffres-là, hein, mais je pense qu'ils nous donnent une certaine ordre d'idée. S'il y a 130 millions de personnes qui vivent en Afrique du Sud, il me semble qu'il y en aurait probablement 600 qu'on met dans les zones, je ne vois pas comment, qu'est-ce qu'il faut qu'on sorte? Il faut qu'on sorte quelques personnes qui vivent dans les centres-villes et qui ne vont jamais à l'extérieur de la ville et qui, par chance, ne rencontrent jamais d'anophèle affecté. Il faut qu'on sorte les zones de très haute montagne, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, c'est l'Éthiopie. Et c'est tout, peut-être aussi dans les zones du haut de Madagascar, mais encore ceux-là peuvent être susceptibles d'aller dans les vallées sur les côtes. Donc voilà, j'ai l'impression que 600 par rapport à 630, et j'ai tout négocié ça comme ça, un petit peu à la louche, en disant que dans les Antilles, sur ces zones-là, il n'y a que Haïti qu'il faut rajouter, qu'il faut considérer, les autres sont des zones indemnes de transmission. En Asie, là, il y a un gros paquet, parce que je l'ai fait à la louche aussi, surtout par rapport aux grosses masses asiatiques, Chine, Inde, mais on a vu que la transmission est très hétérogène, il peut y en avoir aussi Thaïlande, Vietnam, enfin même s'il y en a peu, il y en a quand même, donc je l'ai fait pour 1 milliard, j'en sais rien. En Europe, j'ai fait ça pour les rares points de Turquie qui peuvent être des zones de transmission, et puis peut-être aussi les voyageurs qui vont l'attraper au cours d'ateliers paludisme à droite à gauche. En Océanie, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Uniquement la zone de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc le total, ça fait quoi? Ça fait 1740, donc 1 milliard 740 millions de personnes qui attrapent le paludisme au moins une fois au cours de leur vie. Hein. Retenez ce chiffre, il va nous servir juste après. Enfin, retenez pas, mais vous verrez d'où il vient en tout cas comme ça. Donc il vient quelque chose qui est à la louche, mais qui est quand même l'ordre d'idée. Et point important, à mon avis, qu'il faut souligner et qu'on ne souligne jamais assez, c'est que 28%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paludisme n'intéresse pas l'humanité.
et que c'est vous, Africains, qui aurez votre problème à résoudre, parce que le reste de l'humanité s'en fout. Vous n'allez pas leur demander à ceux qui n'ont jamais le paludisme de s'occuper du paludisme, c'est pas leur problème, ils ont d'autres problèmes. Donc si c'est que 28%, c'est pas beaucoup, ça fait quasiment un quart. Il y a un quart du paludisme, un quart de l'humanité qui est en prise avec ce problème. Pour vous, c'est énorme comme problème. Pour les autres, c'est zéro. Ils s'en foutent. Hein? Donc, si un jour le problème du paludisme est résolu en Afrique, ce sera par vous, ce ne sera pas par les autres. Comment est-ce que se répartit cette population? Vous allez voir, on va retomber tout de suite sur nos 1700, je ne sais plus trop combien là. Donc voilà, on a la courbe qui est là, horizontale en abscisse, c'est exactement celle de tout à l'heure, et en ordonnée, c'est la population mondiale, c'est la première colonne du tableau de la diapo précédente. Comment est-ce que ça se répartit? Alors là, vous allez dire c'est moi qui prends le risque encore. Vous allez me dire, je prends beaucoup de risques peut-être, mais enfin je le fais quand même parce que je crois qu'il faut tenter le coup de voir comment ça se répartit. Et je pense que c'est véritablement comme ça que la courbe doit se faire. Quand on réfléchit vraiment, j'ai soumis ça à pas mal de collègues et quelque part je les ai convaincus que ça doit avoir à peu près cette allure-là, la courbe. Alors, on part de ce principe-là, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas le palu, hein. Ceux-là, on a dit que c'est les 100% moins 28%, on arrive à ça, à 4 milliards et demi. Et on a nos 1740, voilà pourquoi je vous ai dit qu'on allait retomber sur ce chiffre-là. Donc ça, c'est tous ceux qui auront au moins une fois le paludisme, une fois au cours de leur vie. Donc ça, c'est la population mondiale qui est en prise avec le paludisme. Comment est-ce qu'elle se répartit? Eh bien, elle se répartit comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est ça. Je crois que c'est important et c'est pas assez décrit. C'est qu'il y a un maximum de la population mondiale qui est en prise avec le paludisme, qui est en prise relativement peu, en tout cas qui est en prise avec une faible transmission. De 1 à 100 piqûres d'anophèle par vie, c'est peu. Hein, une au cours d'une vie, on ne sait pas quand est-ce que ça a lieu, et 100 au cours d'une vie, ça veut dire quoi? Une par an. C'est peu, hein, c'est relativement peu. La plupart d'entre nous, là, qui sommes là, qui habitons des zones où la transmission est, enfin en tout cas dans des zones de forte endémie, avec des transmissions beaucoup plus fortes que ça. Nous sommes, c'est-à-dire dans ce domaine-là, presque la plupart d'entre nous, sauf peut-être nos collègues mauritaniens et de Mayotte. Donc tout le monde est, pardon, est-ce que j'ai appuyé, ouais, tout le monde est là, sauf, c'est-à-dire Mauritanie, Mayotte, qui est plutôt par là. Hein? Alors donc nous qui avons ces problèmes de forte transmission, eh bien il faut savoir qu'on est très minoritaire, très minoritaire. Qu'en termes vaccinal, ça a de l'importance. Voilà comment ça se passe. Donc ça c'est la même diapo, mais c'est les mêmes considérations, mais avec une autre présentation sous une forme d'un tableau. Et donc le pourcentage de la population mondiale qui est en propre paludisme, donc en fonction du niveau de transmission et de l'intensité. Donc ça c'est la même chose, la transmission LIAR, c'est une transmission faible, moyenne ou forte. Et donc quand elle est faible, il y a 60% de la population mondiale impaludée qui est en prise avec ça. Et donc dans ces cas-là, on peut penser que s'il y a des risques d'échappement vaccinal par effet d'overdose de la transmission, eh bien dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est pas un problème, on peut négliger cet aspect-là de dépassement d'efficacité vaccinale dans ce contexte-là. 60%, considérable. Dans les zones de transmission modérée, on va dire, entre 1 et 10 piqûres d'anophèle infecté par homme par an, eh bien, il y a un risque qui est faible. Et par contre, si ce risque existe, eh bien, il est très important dans les zones de forte transmission, mais qui sont très minoritaires. Alors, on se rend bien compte que si on peut décider, c'est pas sûr, hein, mais si on peut décider de faire des vaccins qui soient efficaces dans des zones de faible transmission ou de forte transmission, eh bien, vous pouvez être tranquille que ça va être cela qui vont être mis en cause et développés. Parce qu'en plus, ça sera ceux qui se vendront aux pays riches. Donc c'est des mauvaises nouvelles que je vous apprends là. Ouais. Donc si c'est vrai, eh bien la population mondiale a besoin d'un vaccin contre une faible transmission. Voilà, cette zone de forte transmission, c'est uniquement, j'aurais dû l'appuyer avant, c'est la zone d'Afrique tropicale et c'est la zone de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est tout. Il n'y a pas d'autres zones du monde qui sont intéressées par la forte transmission. Forte transmission, je vous dis, c'est uniquement là. Afrique tropicale, c'est-à-dire nous, hein, et puis Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est tout. Partout dans le reste du monde, la transmission est soit moyenne, soit faible. Et voilà, c'est la dernière diapo, parce que la 18e, c'est de la bibliographie, donc je vous la montrerai, mais bon, ça va. Les conclusions. Donc je vais récapituler mes messages.
c'est que l'intensité de la transmission est extraordinairement variable. On a vu que ça varie entre 0 inclus et 100 000, soit 1000 piqûres par homme par an, 3 piqûres par homme par nuit. Hein, c'est énorme. Ça peut être énorme, mais ça peut être rien du tout. Donc c'est une variable. Et donc, point d'importance aussi, c'est que la totalité de cet intervalle est observée en Afrique. C'est des faits d'observation. On peut avoir 0 piqûre en Afrique et on peut en avoir 100 000. Il faut prendre ça en compte. On n'a pas le choix, c'est la biologie qui nous l'impose. Hein, pourquoi j'ai mis... donc j'ai donné quelques exemples. À 0 pour quelques centres-villes et quelques zones d'altitude, et puis 100 000 donc pour quelques zones de savane humide. C'est pas en zone de forêt qu'il y a le plus de transmission. Tant s'en faut. La forêt est relativement défavorable aux excellents vecteurs. Ils ont besoin de soleil et la forêt a trop d'ombre. Alors cette hétérogénéité, elle a d'énormes conséquences pour l'acquisition de la prémunition naturelle. On l'a vu, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois que j'espère vous en avoir convaincu. Et là je parle au conditionnel parce qu'on n'en sait rien, comme on ne sait pas ce que c'est qu'un vaccin. Je ne veux pas l'affirmer, mais je pense véritablement que ça doit avoir aussi cette hétérogénéité, un impact pour tout ce qui est et qui tourne autour de la mise en place d'essais vaccinaux. Et donc on peut très bien envisager que des vaccins soient à efficacité variable selon les zones de transmission. C'est le troisième point que je soulève. Certains vaccins pourraient être efficaces dans des zones de transformation et d'autres vaccins pourraient être efficaces dans des zones de faible transmission. Je n'en sais rien, mais je pense que véritablement c'est important et qu'il faut envisager cette hypothèse qui est, je pense, une mauvaise nouvelle pour vous, je vous l'ai dit, je peux me répéter là-dessus. Et que, point majeur, je pense que ceci doit être pris en compte dans les essais vaccinaux. Alors comment est-ce que c'est pris en compte? Eh bien, je vous l'ai mentionné, je pense que dans un premier temps, c'est pour documenter les niveaux de transmission auxquels sont soumis les personnes qui rentrent dans des essais vaccinaux. Voilà, la petite bibliographie que je vous propose en finale, c'est celle que j'ai mentionnée dans les différentes diapositives. J'ai déjà donné ma communication, et donc vous aurez ça à disposition. Je vous remercie de votre attention.